donc, pour comprendre la ventilation mécanique, premièrement, alors je vous donne mes quelques conflits d'intérêts. J'ai eu des sponsors pour les transports, pour les hébergements des congrès. Je n'ai pas de revenus personnels. Il faut comprendre la ventilation spontanée. Et donc, nous, dans cette salle, quand nous respirons, nous faisons une contraction du diaphragme à l'inspiration. Le diaphragme, en se contractant, s'abaisse et augmente le volume de la cage thoracique. Se produit donc une dépression et donc l'air rentre de l'extérieur vers le poumon. Ce phénomène est actif, bien sûr involontaire, on n'arrête pas de respirer quand on dort. Et l'expiration est au contraire passive parce que le poumon a tendance à se rétracter, la cage thoracique se rétracte et donc produit une pression positive au cours de l'expiration. Si on regarde la naissance de la réanimation moderne, qui a principalement eu lieu dans les années 50 à l'occasion d'une grande épidémie de poliomyélite qui a été particulièrement forte dans les pays du Nord et notamment au Danemark. Donc les patients nécessitaient d'être ventilés plusieurs semaines. Vous voyez ici les patients qui étaient d'abord ballonnés, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une grande famille, beaucoup d'enfants qui peuvent se reléguer. Et puis les premiers ventilateurs sont apparus. Vous voyez, ils ne ressemblent pas tout à fait aux ventilateurs qu'on a l'habitude de voir dans nos réanimations. C'était les poumons d'acier où justement on crée une dépression lors de l'inspiration pour reproduire la ventilation physiologique. Si on regarde maintenant l'écran d'un ventilateur qu'on voit dans nos réanimations, on voit sur le signal de pression que vous avez en haut, ici, une pression qui est au contraire positive. Et donc, tout ça pour vous dire que la ventilation mécanique que l'on fait à nos patients tous les jours en réanimation est une ventilation qui est clairement antiphysiologique. Au lieu d'avoir une ventilation en dépression lors de l'inspiration, au contraire, on pousse du gaz, on crée une pression positive très importante. Alors le monitorage avant était assez succinct et jusqu'à avant les années 2000, c'est un des principaux ventilateurs modernes, on va dire, donc des aiguilles dans tous les sens, donc un petit peu difficile pour l'infirmier et l'infirmière de faire du monitorage un petit peu fin. Et puis maintenant, on a des ventilateurs, bien sûr, où on peut analyser les courbes et comprendre un petit peu ce qui se passe et avoir des alarmes un petit peu plus fines et comprendre mieux les mécanismes. Si on regarde le signal de pression lors de la ventilation assistée contrôlée, qui est le principal mode de ventilation utilisé dans nos réanimations, on a bien sûr généralement l'alarme de pression de crête ou de pression de pic, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais on a d'autres pressions. Vous voyez ici la différence entre la pression de pic et la pression de plateau, qui correspond aux pressions résistives, qui dépendent du débit et des résistances. Donc plus le débit augmente, plus les résistances augmentent et plus cette différence de pression augmente. Et donc ça, on peut le voir directement sur le monitorage, sur l'écran du ventilateur. Et donc pour un débit donné, ce sont les résistances du patient ou de la sonde d'intubation qui augmentent. Et puis autre pression, ici la PEP. Et donc la différence entre le plateau et la PEP correspond aux pressions élastiques qui dépendent du volume et de la pression et de la compliance, l'élasticité du poumon. Et donc plus le volume augmente, ou plus l'élasticité diminue, et plus les pressions élastiques augmentent. Un des objectifs principaux, et malheureusement nous n'avons pas d'alarme sur cette pression de plateau, quelques ventilateurs le font, mais une minorité. Nous avons surtout la pression de crête, la pression de pic, mais un des principaux objectifs de la ventilation assistée contrôlée est de maintenir une pression de plateau, qui est la véritable pression qui s'exerce sur les alvéoles, inférieure à 30 cm d'eau. Si on regarde de façon un peu plus fine les courbes, on peut donc, de ce qu'on a dit, analyser les modifications des résistances ou de l'élasticité du poumon. Vous voyez ici un patient qui aurait une brutale augmentation de pression de pic avec une pression de plateau identique. Et donc ce sont ces résistances qui ont augmenté, soit de ces voies aériennes, un bronchospasme, la trachée, une obstruction, un caillot, soit un obstacle sur le matériel, la sonde d'intubation. Au contraire, si on assiste à une augmentation importante de pression de plateau, la pression de crête va augmenter, mais ce sont les pressions élastiques qui augmentent, une diminution de la compliance, le poumon devient moins élastique, comme par exemple un pneumothorax ou une atélectasie. Effectivement, c'est le concept du baby lung qu'on voit dans le SDRA, c'est-à-dire que est-ce que le poumon est malade? On ne sait pas, mais probablement non. L'idée est que probablement c'est le volume qui est plus petit.
le volume est plus petit, donc les pressions vont beaucoup augmenter pour un certain volume délivré. Ce n'est pas une altération de l'élasticité du poumon, c'est le poumon dans sa globalité est moins élastique parce qu'il est plus petit. Et donc, voici un patient qui, dans notre service, était sous ECMO la semaine dernière. Vous voyez, il y a 0 mm3 de poumon. Le poumon, c'est noir, je vous rappelle, parce que là, on pourrait se demander sur cette radio. Effectivement, vous voyez, des pressions de plateau 25, une PEP à 15, et un volume courant extrêmement bas de seulement 20 ml, donc une compliance complètement effondrée. Et probablement dans vos services, vous savez on améliore le pronostic en réduisant les volumes courants, et depuis déjà plus d'une dizaine d'années, on utilise généralement des volumes de l'ordre de 6 ml/kg au cours du SDRA. Je vous rappelle un petit peu les volumes, vous voyez, pour les hommes, entre 350 et 500, les femmes, selon la taille, entre 250 et 400. Et on a montré vraiment que l'utilisation de ce volume courant de l'ordre de 6 ml/kg était utile pour les patients en SDRA, mais qu'il pouvait aussi, et pas mal de data pour dire qu'on pouvait prévenir le SDRA, et puis d'autres data au cours du sevrage, et ça c'est intéressant, une étude française physiologique qui utilisait de la NAVA. Bon, c'est un mode où le patient va s'autoréguler, mais c'est intéressant, on règle différents niveaux d'assistance, et on voit que les volumes, vous voyez, étaient de l'ordre de 6-7 ml/kg, entre 6 et 7 ml/kg, quel que soit le niveau d'assistance. Et donc, probablement, et dans notre service, notre objectif de volume courant est 6 ml/kg, quel que soit le stade du SDRA au départ, jusqu'au sevrage et jusqu'à l'extubation. Qu'est-ce que nous, on peut analyser sur les courbes, et qu'est-ce que l'infirmière ou l'infirmier peut détecter facilement? On a l'habitude d'utiliser bien sûr des alarmes en pression lorsqu'on fait de la ventilation assistée contrôlée, mais vous allez voir qu'on peut utiliser aussi des alarmes de volume, parce que par exemple, ce patient qui fait des doubles cycles, qui sont facilement analysables sur le ventilateur et qui peuvent nécessiter une alerte assez rapide du médecin en charge, je veux dire, là le patient fait vraiment des doubles cycles très répétés. Et vous voyez une augmentation de pression également. Mais si dans ce cas on a réglé un volume de 6 ml/kg, eh bien le patient lors de son double cycle va faire au contraire 12 ml/kg, c'est-à-dire des volumes courants qui ont montré un pronostic défavorable. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ici, on a mis une sonde œsophagienne pour voir l'effort du patient. C'est un effort très important, ici le début de l'effort, et puis l'effort se prolonge en fait et déclenche un deuxième cycle sur le ventilateur. Alors c'est intéressant de savoir comment on peut éliminer ces doubles cycles, et dans cette étude, plusieurs stratégies étaient évaluées, et notamment la sédation. Des fois, on a tendance à augmenter ou reprendre ou introduire de la sédation. Vous voyez qu'effectivement, on baissait un petit peu l'incidence de ces doubles cycles, mais de façon modérée. Mais au contraire, le réglage du ventilateur, et ça c'est intéressant, avait beaucoup plus d'impact et permettait de quasiment éliminer tous ces doubles cycles. Alors comment peut-on faire sur le ventilateur? Eh bien, un des meilleurs moyens était le passage en aide inspiratoire. La principale limite est qu'on ne maîtrise plus le volume courant, et donc ça dépend un petit peu de la sévérité du malade. Les malades très sévères, chez qui on veut clairement contrôler de façon très stricte le volume courant, cette stratégie ne peut ne pas être la meilleure. En ventilation assistée contrôlée, peut-être d'allonger un petit peu le plateau, et puis parfois on est bien obligé, dans certaines situations, de curariser le malade. Un autre type de double déclenchement, c'est assez intéressant, ça a été décrit il n'y a pas très longtemps. Ce sont deux cycles, effectivement, mais le patient ne les déclenche pas tous les deux. Vous voyez ici, c'est un cycle contrôlé, il n'y a pas l'effort du patient. Là, c'est l'EMG diaphragmatique qu'on a en bas. Et donc, ce cycle contrôlé déclenche, ou comme réveille le patient, qui déclenche un cycle qui survient plus tard. La résultante, en tout cas, est la succession d'un deuxième cycle. Comment les éliminer? On ne sait pas, c'est assez récent comme description. Est-ce qu'il faut alléger la sédation? Est-ce qu'il faut curariser le malade? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un signal d'alerte qui doit être très fort. En ventilation assistée contrôlée, une des choses qu'on peut facilement analyser sur le ventilateur, c'est ce type de courbe où on voit une dépression, on n'a plus de signal de pression, et c'est en général quand les patients font des grands efforts. Et ceci, c'est la dépression générée par les muscles respiratoires du patient. On peut même voir parfois l'alarme de pression négative, il n'y a aucune pressurisation. Et cette situation survient quand le débit est trop bas, et souvent lorsqu'on règle en I sur E,
beaucoup de médecins sont encore à régler en I sur E, probablement XXe siècle. Mais ça conduit à effectivement des débits très bas, et donc probablement que le réglage d'un débit autour de 60 litres minutes permet d'éviter la plupart de ces pressions négatives. Enfin, en aide inspiratoire, l'avantage notamment sur le débit, c'est que le débit est très important au départ. Vous voyez ici, mon pointeur laser ne marche pas bien, mais vous voyez que le débit est très important, hein, ici c'est en litres secondes, donc plus de 60 litres minutes, bien plus, et puis est décélérant. Donc en tout cas, le patient reçoit un débit très important au départ, ce qui permet de pressuriser assez rapidement le circuit. Par contre, la contrepartie, c'est que bien sûr, nous n'avons pas de contrôle du volume courant, et donc, encore une fois, ça dépend de la gravité du malade. Le malade en SDRH et qui on veut un contrôle strict du volume courant, ce n'est clairement pas une bonne option. En aide inspiratoire, un autre phénomène que vous pouvez détecter assez facilement au lit du malade, c'est bien sûr les apnées qui sont assez fréquentes. On n'a malheureusement pas d'études d'incidence, mais quand à des DU ou des cours, etc., quand on demande l'incidence des apnées, tout le monde a l'habitude de ce phénomène en aide inspiratoire, qui peut avoir des conséquences notamment sur le sommeil. Vous voyez ici, le patient arrête de respirer, et puis là, sur le signal électroencéphalographique, on observe des réveils ou des micro-réveils qui font suite à ces apnées. Est-ce que c'est un problème? On ne le sait pas bien, mais un des premiers problèmes au niveau basique, mécanique, c'est que le ventilateur passe en ventilation d'apnée, et donc en général avec des volumes assez importants. Les volumes par défaut sont rarement réglés, et donc alors qu'on veut souvent contrôler le volume courant, on peut avoir des volumes de l'ordre de 500 millilitres, ce qui est nettement plus élevé que ce qu'on veut. Le principal mécanisme de ces apnées, c'est l'alcalose et l'hypocapnie, qui peuvent survenir par exemple la nuit quand les besoins métaboliques diminuent. Et donc le patient, la PCO2 étant le principal stimulateur, arrête de respirer et produit ces apnées. Le réglage le plus simple pour les faire disparaître dans la majorité des cas, c'est de réduire un petit peu le niveau d'aide. Et effectivement, en ventilation spontanée, en aide inspiratoire, on veut souvent donner un petit peu trop d'aide. Les objectifs sont souvent, parfois, d'avoir un volume même de plus de 8000 kg, une fréquence assez basse. L'objectif devrait être plutôt, alors il y a un petit overlap, mais plutôt d'être autour de 6-7 000 kg, et puis surtout d'avoir une fréquence respiratoire à 20 chez un patient, au moins 20 chez un patient qui a été intubé pour une détresse respiratoire. Il est très rare d'avoir des fréquences plus basses. Dans ce cas-là, on a en général des efforts inefficaces. Le patient ne déclenche pas le ventilateur. Les patients intubés pour une détresse respiratoire ont généralement, jusqu'à l'extubation, des fréquences respiratoires au-dessus de 20 et même bien au-dessus de 25. En conclusion, dans les principales surveillances, c'est bien sûr de surveiller la pression de plateau. On l'a vu, qui correspond à la véritable pression élastique, à la pression qui s'exerce sur les alvéoles et la véritable pression toxique pour le poumon. Malheureusement, seulement peu de ventilateurs ont cette alarme, et on a, nous, au quotidien, l'alarme de pression de pic, l'alarme de pression de crête, qui peut être liée aux résistances, à la compliance, mais on a vu qu'on peut analyser les courbes pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. La surveillance des volumes est fondamentale. On n'en parlait peut-être pas il y a quelques années, mais elle est importante, bien sûr, pour les modes en pression, puisque les modes en pression, la conséquence, c'est le volume, et donc c'est notre alarme, mais aussi sur les modes en ventilation assistée contrôlée, où on voit où parfois on a double cycle, et donc cette alarme peut être intéressante pour le détecter. Et là, clairement, c'est l'infirmière au lit du malade qui va détecter en premier lieu la survenue de ces doubles déclenchements. Et puis, attention aux apnées, et surtout au passage en ventilation assistée contrôlée à la ventilation d'apnée, qui, en général, produit des très grands volumes. Et donc, si on veut justement limiter nos volumes courants, sachez que la ventilation d'apnée est en général très mal réglée et délivre des volumes très très importants. La première mesure efficace est d'appeler le médecin pour diminuer l'aide inspiratoire et probablement diminuer l'hypocapnie et faire reprendre la respiration du patient. Voilà, je vous remercie.